Attention, ça glisse un peu. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get... Alors, moi, ce que j'ai adoré quand j'ai préparé cette table ronde, en fait, c'est que j'ai appris que Jérôme était un serial bidder. Je ne sais pas combien de vous dans la salle ont fait la certification DBM. Oh, Grégoire, tu as du boulot. Donc, Jérôme, tu as bidé toi-même, en fait. Oui, et puis ça me semble juste une évidence, en fait, à partir du moment où on veut avancer sur ce sujet, la compréhension est l'une des clés pour se rendre compte que cette complexité et ce jargonnage dont on parle depuis ce matin est souvent un petit peu quand même, je dirais, un écran de fumée. Voilà. Alors, moi ce que j'ai vu dans ton cas, c'est qu'en fait, non seulement tu as ressuscité la data chez toi, et tu as ressuscité le display aussi. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ce que tu as fait, comment tu as réactivé la data ? Ouais, alors très concrètement, donc Weekend Desk, qu'est-ce qu'on fait ? On vend des week-ends online, hein, tout simplement. On fait plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. On doit nourrir la croissance. C'est-à-dire que la feuille de route, elle est très claire. On doit nourrir la croissance et on doit être rentable. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire du cash burning pour nourrir la croissance. Non, en plus, on doit être à la fin de l'année avec un EBIT positif. Okay, donc ça, c'est très clair. Et il faut qu'on fasse au moins 30%. On avait le mix traditionnel des canaux d'acquisition hors display, de l'affiliation, du CRM, du paid search, etc., etc., etc. Et on avait toujours besoin d'aller plus loin en croissance. Le display, on ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce que ROI, Pure Player, je reprends l'approche Rakuten de ce matin, par essence. Et le problème du display, c'est que quand vous êtes au last click, le display, ça vous semble un gouffre, en fait. D'où cette fameuse opposition historique et, à mes yeux, un petit peu inutile entre la notion de performance et de branding. Et vous êtes au last click. Et au last click, le display, ça ne marche pas. À peu près 80% de vos conversions, elles sont en post view déjà, pour commencer. Donc, ça ne marche absolument pas. Et en plus, si vous faites du display intelligent, vous allez trouver de nouvelles audiences. Donc, en plus, ils vont être en premier clic, etc., etc. Donc, à ce moment-là, la première chose qu'on a fait, c'est... Donc, on ne faisait pas de display, on avait fait un peu. On a mis en place une solution d'attribution multitouch qui permet, depuis le premier point de contact, soit un clic, soit une impression. Je ne vais pas revenir sur le débat de la viewability, une impression réellement vue, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et jusqu'au dernier point de contact, qui est la conversion. Et c'est à ce moment-là où on a pu se rendre compte de la contribution réelle du display. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à ouvrir les vannes de nos investissements. Voilà. Et à partir du moment où on a commencé à avancer là-dessus, donc on faisait beaucoup de gré à gré, avec des éditeurs qui ont parlé ce matin et d'autres, on s'est dit, bon, on va maintenant aussi tester avec un trading desk. Et puis nous, voilà, on est chiant, quoi. On est pure player, on essaie de comprendre, on aime bien mettre les mains dedans, on aime bien savoir où est la chaîne de valeur, ce qu'on nous facture, pourquoi. On s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes aussi. Et c'est là où ça a commencé à être drôle, en fait. Et on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de faire deux choses, c'est de faire un mix, en fait, entre du gré à gré et de bider nous-mêmes. Et là, la boucle est bouclée. Bah, bider nous-mêmes, ça veut dire quoi ? Il faut dire qu'il faut qu'on ait un DSP. Voilà. Parallèlement, comme on avait une DMP, donc qu'on a mis en place, donc il fallait plugger le DSP à DMP. C'est horrible en termes de jargonnage. Ouais. Je suis désolé. Donc, tu as plugué la plateforme de management de la data à la plateforme d'achat. Exactement. Ah, c'est joli. Bravo. Ouais. Et donc voilà, et c'est là, et d'où ma présence là, à côté de Grégoire, parce qu'effectivement, on a choisi DBM. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément ce que tu as fait avec ? On a une conversation assez intéressante sur la macro-segmentation, micro-segmentation. Tu as vu une idée assez arrêtée là-dessus. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait et quels ont été les résultats ? Ouais, je pense que le moment où en fait on a découvert l'ivresse de la micro-segmentation, ça a été avec Facebook Ads. Très concrètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où comment jouer avec toutes ces custom audiences, ces lookalikes, ces partner categories, toutes ces choses-là, donc on vous dit qu'on peut faire plein de choses. Vous commencez à vous dire c'est génial, je vais cibler, etc. Enfin bref. Puis au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec un nombre de campagnes hallucinantes qui finalement ont un reach ridicule, dans lequel vous avez un incrément qui est complètement discutable. Et à ce moment-là, vous dites non, je vais retourner à mes bons vieux préceptes de marketeux mélangés avec un pubard, et je me remets sur la notion non, finalement, ce qui est important, c'est la segmentation globale. Donc ce matin, c'était personne NetBooster qui disait déjà, vous commencez avec client, prospect. Voilà, déjà, vous commencez comme ça. Et ensuite, vous commencez à descendre, en fait. Chaque marque a ses spécificités, chaque marque a ses cibles. Nous, on vend des week-ends, les gens partent à moins de 2 heures de chez eux en week-end. Donc, je ne propose pas les mêmes séjours à un Marseillais qu'à un Breton. Ça ne marchera pas. Voilà.
Donc on a, nous, des composantes géoloc assez fortes. Et c'est là, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'aller dans la micro-segmentation. Déjà parce que c'est compliqué à gérer. Deuxièmement, parce que ça donne trop de pouvoir à la personne qui gère vos campagnes et ça peut être dangereux si c'est une agence. Et troisièmement, c'est qu'en plus, vous allez payer certainement, du coup, puisque vous demandez de plus en plus de data, un CPM bien plus élevé. Et il faut calculer l'incrément de business additionnel, donc de marge, généré par cet incrément de CPM versus si vous n'en aviez pas. Et là, n'importe quel A/B test peut être fait assez simplement pour faire ça. Vous mélangez tout ça très très fort et vous vous rendez compte que finalement, ce qui est important, c'est plutôt de revenir aux fondamentaux et de faire des ciblages relativement simples, 2-3 degrés, et déjà, vous avez des choses à faire. Oh, on adore, alors j'adore comment tu dis la vérité, tu parles et tout ça. Et les résultats concrets. Bon, les résultats concrets, c'est que déjà, à partir du moment où vous internalisez, vous gagnez entre 15 et 20 points de marge parce que vous n'avez plus une agence qui bide pour vous. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'à partir du moment où c'est vous qui suivez vous-même vos KPI, vous savez ce que vous achetez en data, vous savez comment vous le valorisez, etc. Donc vous achetez de manière encore plus intelligente. Chaque business est différent. Notre formule est la nôtre, elle ne fonctionne que pour nous. Voilà, donc il y a plein d'acteurs qui sont là-dessus, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais à partir du moment où vous trouvez votre formule, finalement, vous commencez à l'affiner. Nous, on est identifié comme acteur du travel, mais moi, j'ai un panier moyen à 200 € avec 18% de marge. Donc, je joue avec 36 €. Je ne peux pas me comparer à un Club Med ou à un Bellambra de ce matin. C'est pas possible. On n'est pas sur les mêmes CAC. Voilà. Donc, on a créé une autre formule. Coût d'acquisition. Coût d'acquisition, pardon. CPA. Et donc, à ce moment-là, c'est là où vous allez jouer énormément et vous allez avoir plein de gains. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a obtenu des CPA qui font que pour nous, aujourd'hui, le display, j'inclus le Facebook Ads dans le display parce que ça reste du display, le display, pour nous, est rentable. Voilà. C'est-à-dire que on a mis 6 mois pour craquer le truc et maintenant, on gagne de l'argent en méthode multitâche attribution, donc en plus, c'est du vrai argent, sur le display, et c'est pour ça qu'on se peine de plus en plus. Alors, j'avais aussi une question. Tu as confié ta data à DoubleClick. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Excuse-moi, Grégoire, je pense que c'est une question qu'on peut aborder. C'est quoi ton avis? J'ai confié ma data à Google. So what? Ok, d'accord. Je pense que tout le monde ici confie sa data personnelle à tout un ensemble de choses. Qui n'a pas un compte Facebook? Qui n'a pas un compte Twitter? Qui n'a pas un email? Qui n'a pas, etc. Confier ma data à Google, moi, concrètement, désolé Grégoire, si ce n'est pas le cas, mais je pense que Google en a rien à foutre de la donnée Weekendesk. Concrètement, 67 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien, mais c'est ridicule. On travaille sur une base identifiée de 1 500 000 clients et environ 11 millions de cookies. C'est ridicule. Voilà. Et concrètement, ils n'ont pas grand-chose à faire. L'autre sujet, c'est que, je rappelle quand même qu'en France, on a un petit sujet, c'est qu'on ne lit pas les contrats. On dirait qu'on ne lit nulle part les contrats. Et l'un des intérêts avec Google, c'est que, et avec d'autres, avec Facebook, c'est exactement la même chose, mais ça s'applique dans le cas de Google précisément, c'est qu'en fait, vous restez quand même propriétaire de votre data. C'est marqué noir sur blanc sur des contrats, souvent en anglais, mais on le comprend quand même. Donc, c'est marqué. Alors que vous avez d'autres acteurs, notamment du retargeting, etc., en France, en Europe, dans le monde, dans lequel vous n'êtes plus propriétaire de votre data. Voilà, donc apprenez à lire, en fait, finalement, et vous vous rendrez compte que, finalement, le taux de risque, il est super bas. D'accord. Grégoire, un commentaire là-dessus? Évidemment. Donc sur l'aspect de data, le point de Jérôme est vrai. Nos contrats d'ailleurs sont en français aussi, pour le territoire français. Donc vous pouvez les lire de manière très claire. Et effectivement, chez DoubleClick, c'est un point important, les données qui transitent sur nos plateformes sont la propriété de nos clients. Et nous ne les exploitons pas pour nos activités publicitaires Google. C'est un business spécifique, on vend de la technologie. Notre objectif, c'est que vous ayez le meilleur retour sur investissement possible via nos solutions. Que ce soit notre solution de bidding tool, display ou search, de display dont on a parlé ce matin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a quand même des avantages à travailler avec des solutions qui ont des capacités d'infrastructure massives. C'est qu'on a quand même la capacité de traiter des volumes de données énormes et de les traiter véritablement en temps réel. C'est ce qu'on fait au quotidien sur le search. Donc on a mis à profit notre infrastructure Google pour nos technologies ad tech, que ce soit DoubleClick, Google Analytics Premium. Voilà, donc ça c'est sur les points de propriété de la donnée, c'est clé. Vraiment, je pense que c'est un message important, c'est vos données, first party, on en a déjà parlé ce matin. Où sont-elles? Qui les maîtrise? À qui en confiez-vous
l'utilisation. Si vous travaillez avec des agences, donnez-leur accès à toutes ces données, sinon c'est compliqué de trouver de la performance véritablement. Donc ça, c'est un point. Et puis j'aimerais revenir sur 2 sujets que Jérôme a mentionnés, qui sont évidemment des sujets un peu polémiques. Le premier, c'est le rôle des agences. Jérôme l'a dit, la solution que Weekendesk a sélectionnée, elle correspond aux besoins du business et de l'entreprise Weekendesk. Ce n'est pas une norme sur le marché. Nous, on a le plaisir de travailler avec beaucoup de nos partenaires agences qui amènent de la valeur à leurs clients. Et on pense que c'est un vain mot, il faut le répéter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on est persuadé que la tendance liée au programmatique et aux achats automatisés, elle fonctionne dans un binôme de compétences. Il y a l'annonceur et il y a des partenaires. Il y a des partenaires qui sont spécialisés sur de l'achat. Ils sont là, ils vont rester parce qu'ils amènent une vraie valeur. Et le dernier point, si je reviens au premier sujet, c'est bider. En fait, je pense que la force des technologies, c'est qu'elles sont de plus en plus accessibles et qu'il est important, voire essentiel, d'y rentrer. Ça ne veut pas dire de les opérer, d'y rentrer pour comprendre ce qu'elles vous apportent. Voilà, vous y avez tous normalement des accès à vos plateformes. Demandez accès, passez du temps, sans forcément opérer, mais passez du temps pour les comprendre. Ouais, alors j'ai mon jumeau statistique qui est Andrés, donc jumeau statistique lookalike, m'indique que j'ai 2 minutes. Donc moi, ce qui m'a intéressé quand on a préparé cette table, c'est que tu m'as dit que tu avais un nouveau modèle d'attribution qui n'était pas le fameux modèle en U, mais un modèle en petit v, hein, tu me disais. Et ça t'a permis de réévaluer totalement le chiffre d'affaires que tu générais par le display. C'est pour ça que je parlais de ressusciter le display et je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu peux me dire dans quelle proportion ? En fait, très concrètement, là encore, le modèle ne s'applique qu'à nous, mais on s'est rendu compte qu'on était sur 2 choses importantes pour nourrir la croissance de Weekendesk. Donc, premièrement, d'avoir des nouvelles audiences. Donc, par définition, vous devez donner un poids important, une contribution importante à votre premier point de contact. Voilà, ça c'est un premier sujet. Donc, du coup, si au lieu d'avoir un linéaire où vous êtes partout à 25%, si vous avez, supposons 4 points de contact, 100 €, 25%, 25%. Donc 25 €, 25 €, 25 €, 25 € si vous êtes en linéaire. Nous, à partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit c'est important le premier, donc on va lui donner 35%. D'accord ? Ensuite, ce qui est au milieu, c'est un petit peu moins important, on va leur donner 15%. Donc tout ce qui est en fait entre finalement le deuxième et l'avant-dernier point de contact. Et ensuite, on s'est posé la question de faire, comme tout le monde à un moment donné, parce que c'est plus simple, de faire le U-modèle. Donc vous redonnez du poids très très fort au dernier. Simplement, je considère que le dernier clic, premièrement, pour des raisons techno, il est un petit peu dur à traquer. Pourquoi ? Parce qu'entre le direct, le retargeting pour ceux qu'on utilise, l'aspect branded search, etc., vous pouvez donner trop de poids sur quelque chose qui finalement n'est pas indispensable pour le client final. Et il faut donner du poids à l'avant-dernier. Donc c'est pour ça que plutôt que de faire un U, on a fait un V minuscule comme views. Voilà. Merci. Je t'en prie. Et donc on a fait un V minuscule. Sachant qu'en plus on a exclu sur le dernier tout ce qui est brand paid search. Donc on a exclu parce qu'on considérait que la personne qui venait là, c'était pas un incrément, finalement c'était plutôt une commodity d'usage et de navigation. Et on a viré le direct également. Et on fait plus de retargeting externe, on le fait nous-mêmes. Donc du coup, on a exclu tout ça, ce qui nous permet de nourrir vraiment. Et on se rend compte à chaque fois, et tout dépend des éditeurs, de vos campagnes, de vos segments, en fait, où contribue le display. On n'en a rien à foutre des modèles d'attribution. Ce qui est important, c'est le calcul de la contribution. J'insiste beaucoup là-dessus. Chacun aura son propre modèle d'attribution, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de pouvoir calculer la contribution réelle. Et le display a vraiment été ressuscité. Aujourd'hui, en last click, et je vais vous donner les chiffres last click du mois d'octobre, en last click, mon display, il doit représenter à peu près 3% de mon business, de mon chiffre d'affaires généré. Okay ? 3%. Avec ce modèle d'attribution multitouch, post-view, et avec le modèle que je viens de vous donner, c'est plus de 17%. Okay ? Donc la renta de mon spend, de mes volumes d'investissement publicitaire achetés, et si vous le comparez à 3 versus 17, c'est quasiment du x6. Donc si jamais à un moment vous devez négocier avec votre DAF, si vous avez le bonheur d'avoir des budgets, à ce moment-là, il faut lui présenter ça, parce que sinon elle ne va jamais vous croire. Bon, c'est super. Un dernier mot sur vos projets. Tu m'as dit que tu travaillais, je crois, sur les triggers comportementaux. Est-ce que en 30 secondes, et puis je demanderai à Grégoire ses projets secrets. En 30 secondes, les triggers comportementaux, là encore, c'est spécifique à chacun. C'est que
Ouais. On va vraiment réfléchir en fait à du comportement. Donc c'est là où la DMP est importante et on va la croiser aussi à des analyses web-centriques. C'est de se dire quels sont les patterns de comportement de mes prospects, de mes clients, et quand est-ce qu'on a besoin finalement de les restimuler ou pas, et via quel point. On a une composante géographique très très forte. Donc si vous vivez par exemple à Reims et que vous regardez un week-end en Normandie, effectivement je peux vous réadresser un message en trigger sur des week-ends en Normandie parce que vous avez consulté, mais je vais quand même aussi vous adresser sur des choses qui sont autour de Reims. Parce que je sais que statistiquement, vous avez quand même la probabilité de partir en week-end autour de Reims. Et c'est là où finalement il faut faire du scoring, et donc de calculer des choses qui soient pertinentes à votre business. Donc il n'y a pas un trigger comportemental pour tous. Les trucs de ceux qui aiment aussi marchent très très bien pour la majorité du business, mais pas assez pour nous. Donc voilà, on s'est creusé un petit peu le cerveau pour arriver à trouver des scores qui nous correspondent vraiment. Juste les projets futurs de DoubleClick ou ce que... Alors, les projets, il y en a beaucoup, mais il y a deux choses qui résonnent, notamment par rapport à ce qu'on fait avec Jérôme. Sur ces triggers, c'est simple, mais finalement, c'est très peu pratiqué sur le marché français. C'est des créations data-driven. Vous avez plein d'insights. Souvent, c'est votre propriété. Vous les maîtrisez. Comment est-ce qu'on fait de la création qui soit la plus fine possible, sans tomber dans du micro-ciblage, rester sur des segments simples et toucher en fonction de comportement et du contexte sur lequel vous achetez, scénariser des créations, c'est intéressant. Et le deuxième, c'est sûrement un projet d'avenir, mais c'est déjà une réalité. C'est aujourd'hui dans nos solutions DoubleClick, on a mis en place du tracking cross-device, cross-environnement. On pense que c'est absolument essentiel de passer du temps à bien analyser ce qui se passe pour mieux acheter et acheter de manière plus pertinente sur tous les écrans. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, et puis sûrement ça va nous occuper pendant longtemps.